à tous, c'est Mélie sans Mélo. Ça fait longtemps, j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas tourné et encore moins tourné toute seule. Du coup ça fait très bizarre. J'ai plein de lectures dont j'aimerais vous parler. Maintenant c'est aussi des lectures qui datent, forcément. J'ai pris des petites notes, mais on va pas se mentir, pour certains d'entre eux, ce sera quand même plutôt concis. Sans compter que je suis en train de me dire que dans tout ça je prépare le book haul pour les 3 derniers mois là, et donc du coup il y en a quelques-uns qu'il faut que je vous présente qui sont enfouis là-dedans. Donc je vais reprendre mes petites notes. On va commencer par Steam Sailor, le tome 3 de I.S. Green, le passeur d'âme. Alors, vous savez que j'ai beaucoup aimé le tome 1, le tome 2, j'ai passé vraiment de très bons moments dans les deux cas, et j'avais très envie de finir cette trilogie jeunesse. L'univers est toujours aussi chouette bien sûr, avec des pirates du ciel qui s'opposent à la marine du ciel, donc du coup. Dans ce troisième tome, on va aussi découvrir davantage encore le bas monde, donc le monde du bas, alors que c'est vrai que le tome 1, on en parlait rapidement, le tome 2 c'était pas du tout le centre des aventures. Là il y a quand même beaucoup plus de liens. Ça devient une vraie menace. On rajoute à ça en dernière partie du roman un voyage encore plus étrange et plus onirique que tout ce qu'on avait vu auparavant. Je veux pas vous en dire trop, bien sûr. Si vous n'avez pas lu les deux suivants, ça ne sert à rien, vous pouvez passer à l'avis d'après, hein. Sachez juste que cette fin en fait me conforte dans le fait que la trilogie en entier vaut le coup d'être lue. C'est pas la peine de s'arrêter au premier tome en se disant bah ça vaut pas le coup. Parfois il y a ça arrive de lire un tome, de se forcer un peu à lire le deuxième et se dire bon est-ce que je vais jusqu'à la fin. Ça m'est arrivé d'ailleurs avec Elena Ferrante, l'amie prodigieuse. J'ai jamais lu le 4ème tome parce que tout le monde m'a dit que ça valait pas le coup. Donc bref, ça n'a absolument rien à voir avec l'amie prodigieuse. Ça vaut vraiment le coup de lire cette trilogie en entier. La fin, il y a une vraie montée en puissance. Maintenant il y a aussi quelque chose, un aspect un peu plus flou. Je me souviens notamment par rapport à ce fameux voyage en dernière partie. C'est quelque chose, je pense, vers lequel je m'attendais pas du tout à aller, notamment sur la magie et sur les créatures qu'on va y rencontrer. Le grand secret, j'ai envie de dire, des alchimistes. Ça m'a laissé un peu perplexe en fait. Au sens où c'était surprenant, c'était plutôt ok, mais j'ai trouvé que ça tombait un peu de nulle part. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout préparé dans les 2 premiers tomes à tomber là-dessus à la fin. Alors c'est normal, on bénéficie de l'effet de surprise de tous les personnages, mais j'aime bien moi quand l'auteur prépare un petit peu les choses en amont, et du coup en tant que lecteur on est surpris, mais en même temps on se dit mais oui mais si bien sûr, en fait ça fait complètement sens. Et là forcément c'est pas du tout possible de, enfin en tout cas pour moi c'était pas possible d'imaginer ça. Donc voilà, un peu surprise là-dessus. Au niveau du rythme, je l'ai trouvé moins frustrant que le 2ème tome. Je me souviens que le 2ème tome, on suivait plusieurs équipes dispatchées à des coins différents du haut monde. Bah, au monde, ouais. Parce qu'ils avaient chacun des missions, des tâches un peu différentes. Et je vous avoue que je me souviens avoir ce sentiment de frustration qui est très bien géré par l'auteur, l'autrice. Il y a pas débat là-dessus, mais c'est vrai que du coup ça me coupait un peu. Ah, on va voir passer un chat. T'es là toi, je t'avais pas vu. Ouais. Mais du coup à ce niveau là en termes de découpage je trouvais qu'il y avait, et en train de tout casser, une meilleure fluidité, quelque chose que j'ai plus apprécié en tout cas dans celui-là. Je l'ai dévoré, ça se lit à une vitesse voilà, incroyable. Je pense que c'est typiquement ce dont j'avais besoin moi à un moment où peut-être j'avais moins envie de lire, moins... J'étais pas à même de me plonger dans une lecture adulte déjà, j'avais besoin d'un petit monde un peu cocon, et c'est exactement ce que j'ai trouvé. Pour autant, c'est pas parce que c'est rapide qu'il n'y a pas plein d'aventures, plein de choses qui se passent, plein de rebondissements. Donc vraiment, une trilogie très sympa. Je pense que je vais suivre l'autrice d'assez près. Je suis pas passée la voir aux Imaginales
pour lui demander si elle avait d'autres projets. J'espère que oui en tout cas. Mais voilà, j'ai trouvé son imaginaire et l'univers qu'elle a créé très très chouette. Lecture suivante dont je vais vous parler, je l'ai enfin sorti de ma palle. Il s'agit du Cœur des automates de Daniel H. Wilson, paru chez Pocket. Alors c'était un livre que j'ai lu pour la partie automate bien évidemment. Je trouvais la couve très très jolie. Franchement le résumé faisait moyennement rêvé, c'était pas non plus le truc qui m'emballait de ouf, donc ça fait le parallèle entre Moscou au XVIe siècle où un automate reprend la vie, donc à l'époque tsarine, et on comprend qu'il y a une guerre entre les automates et les États-Unis de nos jours, où une jeune fille, une jeune femme d'ailleurs, parcourt le monde à la recherche des secrets des automates, puisqu'elle en est absolument passionnée, et donc elle fait une thèse et elle mène des recherches là-dessus. C'était ce que j'avais pris comme, je sais plus comment on appelle, bref, pour la remise du prix du PLIB 2000, je ne sais plus lequel, maintenant je suis perdue, ça y est. On arrive déjà à la 5e année du PLIB en 2023, mais c'est incroyable, n'est-ce pas? Donc, toujours est-il que c'était mon truc en échange de ma participation au financement de la remise de prix. Donc c'était pas non plus une lecture que j'avais parce qu'elle me faisait absolument une envie dévorante, mais bon, elle me tentait pas trop mal. Cependant c'est une histoire qui, je pense, restera assez peu mémorable. C'est pas... Enfin, pour l'instant, honnêtement, pour l'instant, les romans que j'ai lus avec des automates, il y en a aucun qui m'a vraiment archi plu. Enfin, on parlera d'un... Alors c'est un peu différent, mais on parlera d'un autre roman après. Franchement, moi je voulais... Alors je vous avais déjà dit que Le secret de l'inventeur, qui est là du young adulte, ça c'est de l'adulte. Le young adulte, bah, je l'avais pas aimé parce qu'il y avait la romance niaise, le truc, le machin. Enfin, c'était vraiment pas terrible comme lecture et j'ai toujours pas réussi à le vendre d'ailleurs, donc je dois pas être la seule à pas le trouver ouf. Et donc du coup finalement ce que je cherchais moi c'était ce qui m'avait manqué dans la lecture là, genre quelque chose, un gros univers, plein de puissance, tout ça. Et du coup bah, c'est vraiment une grosse déception. J'ai eu beaucoup de mal en plus à me plonger dans ce livre. Alors l'alternance entre le passé et le présent, pourquoi pas. Moi mes périodes favorites c'était le passé, je trouve que le présent c'était... la jeune femme est pas forcément super intéressante. Le lien qui va l'unir à l'automate non plus. Franchement pas mémorable hein, je vous dis. Enfin, je me souviens de l'histoire des grandes briques et de ce qui se passe, mais très clairement moi ça m'a pas... Bon, j'ai même du mal à vous en parler tellement je trouve ça pas ouf. En soi j'ai pas grand chose à reprocher, c'est à dire que la plume j'ai rien noté, donc c'est qu'elle est pas... Enfin, c'est qu'il n'y a pas grand chose à en dire, elle est pas ni plus ni moins quoi. J'ai noté par contre il y avait énormément d'explications qui arrivaient de façon pas du tout naturelle, des exagérations, des incohérences, donc moi c'est des choses qui forcément me décrochent de ma lecture. Et j'ai noté que j'avais eu du coup beaucoup de mal à avancer jusqu'au milieu, et puis après au milieu je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que j'ai dû me dire bon faut que je le finisse parce que sinon je le finirai jamais. Et donc voilà, j'ai accéléré la cadence, je l'ai terminé. C'est... En plus je crois que c'est un one shot, alors il n'y a pas de suite qui est sortie, mais il me semble avoir fait des recherches après pour être sûre qu'il n'y avait pas de suite, parce que la fin est pas si claire que ça il me semble hein, sur le fait qu'il n'y en ait pas. Bref voilà, je ne vous le recommande pas, passez votre chemin, il n'y a absolument rien d'incontournable dans cette lecture, mais elle est faite, elle est sortie de ma pile à lire et c'est déjà pas mal. Mais du coup ça va faire partie des livres dont je vais me séparer. D'ailleurs je vais le mettre tout de suite sur le côté. Il faudrait que je vous refasse un vlog, enfin il faudrait que je reprenne les vlogs pour vous raconter plein de trucs, parce que là je raconte plein de trucs qui n'ont rien à voir avec les livres, enfin rien à voir avec les lectures en l'occurrence, mais j'ai beaucoup moins de mal à me séparer de mes livres, donc c'est incroyable. Ensuite je vais vous parler rapidement de ma lecture de Contes et récits du Paris des Merveilles. Donc c'est un recueil de poèmes, n'importe quoi, c'est un recueil de nouvelles. La couverture est trop belle, j'ai les 3 tomes du Paris des Merveilles dans ces éditions là chez Bragelonne. Et d'ailleurs il y a 2 autres recueils comme ça qui sont sortis je crois, il y a...
en fait je saurais plus vous dire les titres. Je crois qu'il y a 6 nouvelles, dans les 6 nouvelles il y en a 2 qui ont été écrites par Pierre Pével, que j'ai trouvé très bien. C'est les deux, je dirais dans mon ordre de préférence, c'est les deux qui m'ont le plus plu. On sent l'expérience de la plume de Pierre Pével, on sent la maîtrise qu'il a de ses personnages, de son univers. Tout est fluide, naturel, coule de source, donc c'est parfait. Il y en a une autre parmi les 4 restantes qui m'a vraiment beaucoup plu et que j'ai trouvé vraiment très bien. C'est la révolte d'Argesim. On va suivre une mage qui est aviatrice à ses heures perdues, et pendant cette passion qu'elle a pour l'aviation, elle a rencontré un elfe le jour d'une grande course qui est vraiment très réputée, où beaucoup de politiques et de personnes importantes sont présents. Un attentat a lieu et cet attentat est perpétré par l'elfe ami de cette mage. Et donc notre mage va tout faire pour comprendre ce qui est arrivé, pourquoi son ami a perpétré cet attentat, qu'est-ce qui l'a rendu comme ça, et elle va petit à petit avancer de découverte en découverte et plonger dans l'histoire assez lointaine d'une révolte, donc la révolte d'Argesim contre Outremonde. Et j'ai trouvé cette nouvelle vraiment bien faite. En termes de rythme, c'était top. En termes d'univers, ça collait très bien, ça rentrait bien dans ce que je m'attendais à lire. C'est la deuxième, et honnêtement, heureusement que j'ai poussé un peu, parce que vous savez, cette lecture là je l'ai mise en pause pendant super longtemps parce que j'ai lu celle de Pierre Pével qui était très bien, et celle de Catherine Loiseau, L'Urne de rat, que j'ai trouvé vraiment pas terrible. Le rythme était super lent, c'était pas ouf, le duo n'était pas très intéressant, je me suis ennuyée, j'ai eu du mal à le reprendre. Comme quoi j'ai posé le roman, le recueil pendant très longtemps avant de me relancer, et je crois que j'ai tout relu. J'ai même relu la deuxième moitié de la première, que je n'avais même pas fini d'ailleurs, si je me souviens bien. Donc bon, voilà, c'est pour vous dire, en termes de qualité c'est assez hétérogène. Alors je dis pas en termes de qualité de plumes, parce que je trouve que toutes les plumes sont assez soignées. Maintenant c'est juste que c'est peut-être moi qui ai un problème avec les nouvelles, et j'ai toujours eu d'une certaine façon un problème avec la réappropriation d'un univers par d'autres auteurs. Je trouve que la plupart du temps ça fait faux. Il y a des choses qui sont plus ou moins bien faites. Maintenant, bon voilà, en gros sur les 4 autres nouvelles que celle de Pierre Pével, il y en a une qui m'a vraiment beaucoup plu, 2 que j'ai vraiment pas aimé, 2 qui étaient ok. La deuxième que j'ai pas aimée, au-delà de L'Urne de rat, c'était Les Portes de l'Outremonde. Pourquoi je n'ai pas aimé? Parce que il reprend le personnage de Louis Dénissart Griffon, qui est le personnage principal du Paris des Merveilles et de Pierre Pével, et en fait moi j'y arrive pas, je me dis mais c'est pas lui en fait, et ça se sent, je trouve en tout cas. Bon après tout a été validé par Pierre Pével, donc en soi ça pose pas de soucis, mais moi je sens, c'est pas son personnage, c'est pas le même, c'est pas donc je me dis dans ce cas là autant juste créer, comme l'a fait Sylvie Poulain du coup, un autre personnage où ça, enfin qui sera le sien dans cet univers là en fait, voilà, bref. Donc très perturbée je pense aussi par le rythme des nouvelles, c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de lire, c'est pas quelque chose qui m'apporte énormément de plaisir non plus. Donc bon, mitigée sur ce livre là, que je vais sûrement garder parce qu'il est beau, et qu'il y a du coup 3 nouvelles qui valent vraiment le coup. Le livre dont je vais vous parler juste après, pour tout vous dire, c'est un livre que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir ce type de roman sur cette chaîne, mais bon après on lit un peu de tout, hein. Il s'agit de Les Guerres intérieures de Valérie Tong-Kuang. Alors... C'est un livre extrêmement court, alors je vous parlais du rythme nouvelle avec lequel j'avais du mal. Là pour le coup c'est un livre qui fait 232 pages. On va suivre 2 personnages principaux, donc Pax Monnier, qui est un acteur vraiment pas connu, qui s'est lancé là-dedans par passion et aussi par orgueil je pense. Et Emi Shimizu, qui est une mère célibataire, qui élève seule un adolescent à qui il est visiblement arrivé quelque chose de très grave, et donc cet adolescent pour qui est le centre de son monde en fait, pour qui elle essaie de reconstruire un monde, prend, bah voilà, c'est le centre de son monde, c'est la prunelle de ses yeux,
et elle a toujours vécu comme ça après l'accident. Et en fait ce qui va lier ces deux personnages c'est justement le fils de Emi Shimizu, parce que Alexis Winkler était le voisin du dessus de Pax Monnier le jour où il y a eu ce fameux, enfin c'est pas un accident, c'est une agression. Donc Alexis Winkler s'est fait violemment agresser chez lui au plein milieu d'après-midi dans un quartier parisien très tranquille, jour où Pax Monnier, complètement par hasard, s'est retrouvé chez lui le temps d'enfiler une veste et de repartir en courant. C'est un livre, je trouve, qui est extrêmement touchant, très très dur, et qui va explorer l'âme humaine, enfin l'âme, j'aime pas la notion d'âme, mais qui va explorer l'existence humaine, l'être humain, la culpabilité, le courage, l'égoïsme, tout ça mélangé là-dedans à travers ces deux personnages principaux. Et c'était extrêmement fort, extrêmement touchant, très court. Ça amène à se poser énormément de questions aussi, je trouve, sur les petites lâchetés de la vie qui peuvent devenir des grosses lâchetés. On est vraiment face à des personnages qui sont parfaitement imparfaits, tellement vrais, sans, je trouve, tomber dans la caricature, sans tomber dans le tire-larme, loin de là. Et on n'est pas non plus sur un roman complètement sombre, dans le désespoir, ou qui se veut que négatif. Il y a aussi une partie de reconstruction, de pardon, et j'ai trouvé ça très beau, voilà. Peut-être que comme ça va pas beaucoup vous parler, mais c'est vraiment un roman qui se lit extrêmement... Enfin, c'est vraiment un roman qui vaut le détour. On est vraiment sur le fil, tout du long de ces 232 pages, et sur cette étude de ces deux personnages, que j'ai trouvé sublime. Voilà, en gros c'est un roman qu'on m'avait conseillé, comme quoi je suis très très heureuse d'avoir suivi ce conseil. Valérie Tong Kyung, c'est une autrice dont j'avais déjà envie de lire son dernier, alors peut-être avant-dernier maintenant, roman, et donc je sais que je lirai d'autres livres de cette autrice, surtout s'ils sont tous aussi poignants et forts. Bon, il me reste 2 livres dont je dois vous parler dans cette vidéo, et puis après j'en ferai une autre, je pense. On va commencer par La Péninsule aux 24 saisons de Inaba Mayumi, donc aux éditions Piqué, hein, voilà. C'est une maison d'édition que j'aime bien. J'ai encore peu de romans d'eux, mais j'ai passé globalement à chaque fois un bon moment. Même si mon préféré pour l'instant de tous ceux que j'ai lus, c'est L'été de la sorcière de Nashiki Kao, je crois. Dans cette histoire, on va suivre une femme dont je ne me souviens plus du prénom d'ailleurs. Et je n'ai aucune idée de l'âge qu'elle a dans cette histoire, enfin au moment présent de cette histoire. Je pense entre 40 et 50 ans, mais j'en suis pas très sûre. Elle vit seule à Tokyo avec un chat, et elle se rend compte que la vie de citadine ne lui va pas, qu'elle a besoin de faire une pause, de mettre sa vie en pause, d'aller respirer. Et donc elle s'exile dans la maison de famille qu'elle a, enfin la maison, c'est la sienne d'ailleurs, la maison qu'elle a achetée, qui est sur une péninsule, dans un village paumé, entouré de plein de forêts, de rivières, de voisins très calmes et qui ont tous des activités proches de la nature. Donc il y a des voisins qui produisent du miel, il y a des voisins qui travaillent dans une bambouseraie, des voisins qui font de l'encre et des pigments. Et donc dans cet environnement là, elle va aller passer 24 saisons du calendrier ancien japonais, qui sont en fait 12 mois, et on change de saison toutes les quinzaines. Et elle va vivre à ce rythme là où tous les 15 jours en fait elle a de nouvelles choses, de nouvelles plantes à semer, de nouvelles choses à tailler, et elle va s'enfoncer dans le jardinage et retrouver la paix tout en faisant, voilà, en cuisinant, en faisant des provisions. Ce qui m'a attirée dans ce livre, c'est vraiment cette notion de couper avec sa vie, la vie de dehors là, celle qui nous stresse, celle qui nous emmène, qui nous met parfois dans des états qui méritent pas, enfin qui franchement valent pas le coup,
et je voulais voir ça, ce break là sur un an. Et ça m'a beaucoup fait penser, en tout cas dans le résumé, à Les Lendemains de Melissa d'Acosta, qui est le seul d'Acosta que j'ai lu pour l'instant. Et d'une certaine façon c'est un petit peu ce que j'y ai trouvé, mais en moins poignant. Là on parle pas de quelqu'un qui essaye d'échapper à un deuil, mais vraiment quelqu'un qui juste essaie d'échapper à une vie qui lui convient plus du tout et de se recentrer tout simplement. Tout au fur et à mesure de l'histoire, entre ces 24 saisons, elle va nous ramener dans des souvenirs de son enfance, de sa vie d'avant, son lien avec sa mère, son lien avec ses frères et sœurs. J'avoue que parfois j'ai été un petit peu perdue dans la temporalité, surtout la façon dont sont construits les paragraphes et les temps utilisés. C'est peut-être moi qui n'ai pas été assez attentive, ou alors là depuis le temps que je l'ai lu, ça me fait dire que j'ai pas été assez attentive, mais vraiment sur le coup je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué. Après, contrairement à L'été de la sorcière par exemple, qui est un peu sur la même thématique, ça m'a moins touchée, j'ai moins réussi à m'identifier au personnage, parce que c'est un personnage qui travaille je crois dans le milieu de l'édition, ou alors elle écrit je sais pas, elle fait des chroniques, c'est pas très clair ce qu'elle fait, et elle a la possibilité en fait de faire ça. Alors pour joindre les deux bouts c'est pas toujours facile tout ça, mais elle a vraiment cette possibilité de s'isoler et de vivre sa vie sur une péninsule en fait. Et du coup, partant de là, je trouve ça difficile de se dire bah ouais ok, faisons une pause. Après c'était quand même un beau break dans une grosse période de lecture SFFF, et un retour un peu aussi pour moi à la nature. Je sais pas encore si je vais le garder ou pas. Bon allez, dernier livre de cette présentation. Je vous parlais d'Automate tout à l'heure. Pour être tout à fait exact, alors là on va pas parler d'Automate, on va parler d'Android. Je vous disais que j'avais pas été touchée par les livres que j'avais lus parlant d'Automate. Comme je vous disais, c'est pas des automates, c'est des androïdes, mais j'ai lu Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, Blade Runner de Philippe K. Dick. Alors c'est le livre qui a inspiré le film, le premier film Blade Runner, je sais plus quelle était l'année qu'il y a derrière. C'est de la science-fiction, donc ça me change déjà de base de ce que j'ai l'habitude de lire. Et ensuite, j'ai pas honte de l'admettre, mais j'ai eu du mal à rentrer dedans. Pas pour l'histoire, mais à cause de la plume, parce que c'était une plume complexe. Voilà, et ça fait, alors ça fait du bien. Il y a énormément de vocabulaire, il y a des mots. Pourtant je l'ai pas lu en VO, hein, mais mais il y a des mots que j'ai eu du mal à comprendre. Voilà. Il y a des syntaxes, certaines syntaxes qui étaient aussi un petit peu complexes. Mais ça fait plaisir, voilà, ça fait plaisir de retrouver des plumes adultes et... Qu'est-ce qu'il y a? Pas bien? Des plumes adultes complexes, un univers complexe. Je pense que ça a été une autre difficulté, c'est vraiment le fait qu'il faille saisir l'univers complètement au vol. Pour le coup il n'y a pas trop de présentation de contexte, c'est vraiment dans le flow du truc. On va suivre Holden. Non, Descartes. On va suivre Descartes, le fameux Descartes, qui vit avec sa femme, et l'histoire commence comme ça. Il vit avec sa femme et on comprend qu'ils utilisent quelque chose, des espèces de programmateurs d'ambiance pour programmer leur mood de la journée. Donc par plein de petits éléments comme ça, plein de petits aspects, on comprend qu'on est dans un truc complètement perché, mais très bien pensé. Et en même temps je me demande, mais comment est-ce qu'on garde une spontanéité quelconque dans un monde où tout le monde peut choisir les émotions qu'il veut vivre? Et en même temps on peut aussi se dire, mais alors pourquoi tout le monde ne décide pas de vivre dans l'euphorie totale, hein, ça se pourrait, mais en fait non, pas du tout. Donc voilà, cet univers est vraiment amené au fil des actions, au fil des pensées du personnage qu'on va suivre. Ce personnage est chasseur de primes et il doit traquer des androïdes qui sont tellement développés que ils peuvent aisément passer pour des humains, surtout des humains qui se droguent aux ambiances, on va dire. Et donc lui il doit détecter avec des tests. Vous avez peut-être déjà vu Blade Runner en fait, hein. Globalement ça suit à peu près de mémoire le même fil. Il fait passer des tests et il doit déterminer si la personne en face de lui est un androïde, auquel cas il doit le retirer, parce qu'on ne parle pas de tuer un androïde mais de le retirer, ou s'il ne l'est pas.
C'est vraiment très fouillé, ça pose énormément de questions je trouve sur qu'est-ce que l'empathie, qu'est-ce qui fait d'un être vivant, un être humain. Ça m'a un peu fait penser à... faudrait que je vous retrouve le titre, je le mettrai en dessous, qui posait aussi ce genre de questions en fait, qu'est-ce qui différencie l'homme de l'animal. Bon là en l'occurrence c'est pas comparé à un animal, mais qu'est-ce qui fait l'homme en fait, qu'est-ce qui constitue un homme. Et j'ai trouvé ça passionnant, super fouillé, très bien. Ça va mine de rien assez vite, le point de vue est un point de vue interne, ce qui est fait complètement exprès. J'ai trouvé qu'il y avait aussi, en fait il y a le titre qui est les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. Ça amène à une réflexion qui a beaucoup... t'es pas un chat électrique toi, qui est amené dans ce roman. On est dans un monde donc plus ou moins post-apocalyptique. La terre est quasiment invivable, donc très peu de gens sont restés dessus. Et les espèces animales ont quasiment toutes disparu, il reste encore de très rares spécimens. Et posséder un animal vivant, un vrai, est considéré comme une preuve de réussite, de richesse, de tout ce qu'on veut. Et donc du coup le point de départ initial qui fait que Descartes tient absolument à mener à bien la mission qui va nous occuper là-dedans, c'est qu'il souhaite gagner assez d'argent pour remplacer le mouton électrique défectueux qu'il a et donc avoir un vrai animal. Et en fait son mouton électrique c'est... Donc il le fait paître sur le toit de son immeuble et l'objectif c'est d'acheter, quand on ne peut pas s'acheter un animal électrique, l'objectif c'est vraiment d'en acheter un qui est extrêmement ressemblant parce que personne ne doit savoir que c'est un faux. Enfin voilà. Bref, c'est une lecture que j'ai appréciée, je vais pas dire que c'était un coup de cœur ou quoi, mais c'est un monument de la SF, c'est très intéressant, ça amène à beaucoup de questions, je l'ai trouvé très bien fait et ouais pour le coup lui je le recommande. Je dirais pas que j'ai kiffé absolument l'auteur au point que je vais lire tous ses romans, j'ai encore Total Recall dans ma pile à lire, j'ai vu le film Minority Report que j'avais trouvé incroyable aussi, donc voilà, si on veut poser des questions et fouiller, c'est vraiment très bien. Et maintenant que l'on est arrivé à la fin, je vois j'ai dû relancer déjà le tournage, donc je sais que la vidéo est longue. J'espère que vous n'avez pas décroché et que ça vous a plu. Je vais vous laisser là, je vous attends bien sûr en commentaire pour échanger par rapport à ces livres. Est-ce que vous les avez déjà lus, si oui, ce que vous en avez pensé, sinon est-ce que je vous ai donné envie de les lire. Et puis je vais couper là, et comme je suis dans le mouvement, dans le mood, que je suis habillée et coiffée, je vais vous tourner la deuxième vidéo, si tant est que... Monsieur le chat me laisse bouger. Et en attendant une prochaine vidéo, bien sûr, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures. Bien, on dit au revoir.